le crible de la conscience ou le passage de l'inconscient au conscient. Ce crible de la conscience est une disposition fondamentale de notre conscience. Selon le docteur Andrew Newberg, notre cerveau recevrait environ 400 milliards de bits d'informations à la seconde et il ne passerait au conscient que 2000 bits, c'est-à-dire un 200 millionième du total. Alors évidemment, la plus grande partie de ces informations reçues concernant l'environnement ou le fonctionnement du corps n'ont pas vocation à être traitées par le conscient, qui serait submergé, bien entendu. Mais il y a parmi les informations qui sont bloquées par le crible de la conscience, un certain nombre qui seraient d'une très grande utilité. Et on peut même considérer que ce qui fait la différence entre quelqu'un d'intuitif et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est le crible de cette conscience. Alors, comment va-t-on déterminer et qu'est-ce qui va constituer ce crible de la conscience? Ce crible serait constitué de trois éléments ou de trois sources distinctes. Premièrement, la maturité de la conscience, c'est-à-dire le nombre d'incarnations qu'elle a derrière elle. Secondement, le système de conviction, qui a évidemment des liens avec la première. Troisièmement, des caractéristiques cérébrales que nous ne connaissons pas précisément, mais dont nous voyons quelques effets. Donc la première source, la maturité de la conscience. Celle-ci ne peut se connaître que par les effets qu'elle en a. On peut aussi, en explorant ses vies antérieures, pouvoir faire en quelque sorte, sinon un compte précis, du moins une évaluation de l'ancienneté de notre conscience humaine. Alors, deuxièmement, les systèmes de conviction. Alors là, c'est assez complexe. Les systèmes de conviction, c'est l'ensemble de ce que nous croyons vrai sur le monde, à tort ou à raison. Ces systèmes de conviction peuvent être et sont un obstacle à la perception extrasensorielle. Ça vient du fait que beaucoup de gens disent « Oh, je ne crois que ce que je vois, hein, ou que ce que je sens ». Or, nos perceptions ne passent pas uniquement par les 5 sens, mais aussi par ce qu'on appelle le 6e sens. Dans ce cas, chez les matérialistes convaincus, il y a un rejet de l'information reçue parce que la raison, qui domine le système de conviction, considère ces informations comme non fiables. Dans ce cas, soit l'information ne passe pas du tout, soit elle va passer de manière proprioceptive, c'est-à-dire que c'est le corps physique qui va recevoir l'information sous la forme d'une douleur, par exemple, et qui va être en quelque sorte un signal. Alors là, le conscient peut savoir interpréter ou ne pas savoir interpréter le signal. Alors on va prendre un exemple qui est tout à fait significatif de ce genre de fonctionnement. C'est celui d'un financier bien connu, George Soros, considéré comme un des gourous de Wall Street, et qui, dans un de ses livres, parle de lui d'une certaine manière, puisqu'il cite son fils Robert. Alors, son fils Robert fait une confidence à un des biographes de George Soros et lui dit ben, « Vous allez rencontrer mon père, il va vous sortir un grand de théories. Et, dit-il, j'entends ça depuis mon enfance, et je me dis, depuis mon enfance, il y a au moins la moitié de conneries dans tout ça. » Je cite le texte. Hein. Et il dit, en fait, ce qui fait que mon père va changer d'avis, dans la vie ou sur les marchés, c'est parce qu'il a mal dans le dos.
quand il lui arrive d'avoir mal dans le dos. Et pour lui, c'est un signe. Alors il entre comme en transe, et ceci le conduit donc à changer. Et en dernier lieu, et là c'est caractéristique du système de conviction matérialiste, comme il ne peut pas admettre d'avoir pris une position en fonction d'éléments aussi peu sérieux que le mal dans le dos, il va rationaliser son humeur, il va rationaliser l'état émotionnel qu'il a subi. Voilà un des cas caractéristiques d'un système de conviction qui fait obstacle aux perceptions intuitives, si vous voulez, lesquelles se manifestent de manière proprioceptive. La troisième source d'influence sur le crible de la conscience, ce sont les caractéristiques, disons, cérébrales, sans pouvoir être plus précis, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'informations anatomiques sur les liens entre cerveau et perception extrasensorielle. Nous savons que le cerveau est extrêmement plastique. Par exemple, un pianiste qui développe la coordination donc, de ses deux mains va aussi développer le corps calleux, qui est l'ensemble de, si vous voulez, de connectiques qui relie les deux hémisphères du cerveau. Des pratiques telles que les mantras, le yoga, ont aussi une influence sur le développement de certaines structures du cerveau et donc sur les perceptions extrasensorielles. Enfin, en dernier lieu, il y a des formes accidentelles d'influence, des gens qui ont subi par exemple des électrocutions, qui ont été foudroyés, ont eu un développement parfois extraordinaire de leur capacité de perception extrasensorielle. Alors on va citer trois cas, celui d'une Bulgare qui s'appelait Baba Wanga et qui avait une très très grande capacité donc, de précognition, de prophétie, dirait-on. Elle a été étudiée pendant de nombreuses années par le docteur Georgi Lozanov. Un second cas, c'est une personne que je connais qui est Jean-Pierre Girard, qui est un homme qui, à l'âge de 7 ans, a été foudroyé. Alors Jean-Pierre Girard a une capacité particulière, celle de la psychokinèse, de la télékinésie, qui est la capacité d'agir par la force de l'esprit sur la matière. Un troisième cas, c'est le médium britannique Matthew Manning. Alors lui, c'est pas lui qui a été électrocuté, mais c'est sa mère, peu avant sa naissance, qui a été très gravement électrocutée. Voilà. Nous avons maintenant un certain nombre d'éléments sur le fonctionnement du cerveau et sur le moyen de transmission de l'information qui va passer de l'inconscient au conscient. C'est l'influx nerveux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'influx nerveux, c'est le résultat d'une information, d'un bits d'information, si vous voulez, reçue. S'il atteint un certain niveau suffisant, il va déclencher un potentiel d'action. C'est en quelque sorte un système de tout ou rien. C'est-à-dire, s'il n'atteint pas le niveau, il n'y a pas de potentiel d'action, donc il n'y a pas de perception de l'information et il n'y a pas d'action. Nous sommes probablement tous perceptifs, au moins inconsciemment, d'une immense quantité d'informations. Mais chez la plupart d'entre nous, ces informations ne provoquent pas un influx nerveux suffisant pour ensuite engager un potentiel d'action. Alors, l'ensemble des techniques qui sont développées chez, en particulier, donc les yogis, auraient pour objet de développer en quelque sorte le niveau de perception, c'est-à-dire de permettre à un grand nombre d'informations
qui demeure subliminale, c'est-à-dire inconsciente, de passer au niveau inconscient. C'est-à-dire que l'influx nerveux soit suffisamment fort pour déclencher le potentiel d'action. Voilà ce que nous pouvons dire sur le crible de la conscience. L'objet devrait être pour, mon Dieu, chacun de nous, de développer ses capacités de perception pour sa plus grande efficacité au quotidien.